Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, je ne me représente pas, puisque Xavier vient de le faire. Je voudrais adresser un remerciement complémentaire, qui me tient à cœur, puisque, c'est vrai que dans notre tradition des grands témoins, avant on n'en avait pas. Ensuite on en a eu un et cette année nous en avons 3. Donc on a cherché une parité aussi, voilà, avec hier, 1re, rencontre avec Corinne Morel-Darleux où il a beaucoup été question, le mot que j'ai retenu c'est l'attachement. Enfin, il y en avait d'autres, hein, mais c'est un mot qui a bien résonné. Avec Jean-Luc Maillard, on va parler, des croisements, entre sa trajectoire professionnelle et ses engagements et puis ensuite avec Pierre Lemonnier, il sera question aussi des enjeux scientifiques. Donc voilà, on vous propose un 3 grands témoins pour avoir 3 regards, différents sur ce rapport au vivant et nous stimuler, intellectuellement. Donc je voulais aussi peut-être préciser, d'où je parlais, même si Xavier l'a déjà fait. Donc cette année, je suis, avec, beaucoup d'autres, mais dont certains ne sont pas là et c'est dommage, mais il y a beaucoup de choses entre les élections, les expos qui ouvrent, donc pas mal de collègues, voilà, Serge Chaumier, Cédric Lesec, Valérie Perlès, et d'autres ne peuvent pas être là et ont participé activement au programme. Mais quand nous sommes posés la question effectivement des grands témoins, on a naturellement, pensé à Jean-Luc Maillard pour différentes raisons. D'abord parce qu'il a joué un rôle, alors important, dans la création, et dans les débuts, on va dire, de la Fédération des écomusées et musées de société. C'était ça aussi un peu les débuts des grands témoins, c'était de nous ancrer dans notre héritage et le réquestionner. Et puis c'est parce qu'aussi, aujourd'hui, il a d'autres engagements et c'est ça qu'on voulait vous faire partager. Et puis, je vais aussi, lui poser des questions, nous avons été collègues, hein, donc nous nous connaissons bien, mais il y a pas mal plein de choses que je ne connaissais pas, donc j'ai eu plaisir à préparer cet entretien. Et puis vous dire aussi, d'où je parlais, c'est que pendant, aujourd'hui je travaille en milieu urbain et dans un grand musée qui est au cœur d'une grande métropole, donc mon contexte est assez minéral tous les jours. J'ai pas beaucoup de nature, mais justement nous y travaillons et ça fait partie des horizons que nous nous ouvrons, de remettre, un rapport à la nature en ville et y compris dans des musées, de cœur de ville. Mais pendant, 10 ans, plus de 10 ans en fait, j'ai travaillé, alors dans un site qui s'appelait pas un écomusée, mais qui était un site patrimonial, qui avait pas mal de points communs, avec la Bintinée, en milieu, naturel et je garde toujours un souvenir, je sais Corinne Morel-Darleux le disait hier, affectif en fait, expérientiel qui me manque en fait, dans ma vie quotidienne et c'est vrai que j'ai toujours beaucoup de plaisir à être accueillie dans les réunions des collègues justement de la Bintinée parce que c'est très stimulant aussi, intellectuellement. Donc le remerciement, le seul que je ferai parce que il est en lien avec le visuel, la création graphique de nos rencontres. Vous avez peut-être remarqué qu'on s'est un petit peu upgradé cette année à la FEMS par rapport à ce qu'on fait d'habitude. On n'a pas, forcément, beaucoup d'argent pour la création graphique, mais cette année, voilà, on s'est dit que ça valait le coup de travailler aussi les enjeux de communication pour, nous positionner, voilà, dans je vais dire au même niveau, mais en tout cas, d'un point de vue de création professionnelle en termes de graphisme et nous avons, fait appel en fait à un jeune étudiant qui est étudiant à l'école, d'art et de design, Nantes Atlantique, étudiant en 2e année et il a, bénévolement, accepté, voilà, de créer, ce visuel. Donc c'est vrai que ça a été aussi l'occasion d'un échange intéressant entre nous professionnels et un jeune étudiant qui connaissait absolument pas, le milieu, finalement des écomusées, des musées de société et voilà, nous on est assez contents et on trouve qu'il a fait un beau travail qui reflète bien en tout cas, ce qui va nous préoccuper, durant, nos 3 journées de rencontre. Alors, il s'appelle Thibaut Chatillon, donc il est étudiant en 2e année. Il a même un Instagram si vous voulez, liker le post qu'il a dû faire. Il est assez fier en fait que la FEMS ait pensé à lui. Voilà et il habite à Rennes.
Alors Jean-Luc, on va commencer par une question. Alors j on a prévu, on a à peu près 3/4 d'heure, puisqu'on va respecter le timing et l'idée, c'est de vous permettre aussi à vous de poser des questions. Donc j'ai prévu, une sorte de de sommaire en 3 parties, parcours, conviction et nos futurs. Voilà, je m'inspire un peu de mon actualité personnelle. Donc parcours, donc première question, Jean-Luc, voilà, qui va tourner autour de ton parcours, de ta formation et de tes premiers pas dans la vie professionnelle et la première question qu'on voulait te poser, c'était: quelle est ta première fois avec la FEMS? Oui. Non, alors rien d'indiscret, hein. Tu peux le prendre dans ta main? Tu peux le prendre dans ta main? Ouais, mon premier contact avec les écomusées, eh ben, il s'est opéré lorsque les écomusées n'étaient pas encore, regroupés officiellement. C'était donc j'arrive dans les années 86, dans le milieu des l'écomusée et voilà, on se contacte très vite entre écomusées parce qu'on était un peu isolés dans le monde des musées en France, vous devez le savoir et voilà, c'est comme ça que va naître mon premier contact avec un petit groupe limité des écomusées contrôlés, reconnus par la direction des musées de France. Mais c'est un petit milieu, on est une vingtaine. Donc voilà, c'est comme ça que je rencontre le milieu des écomusées et puis ça va se traduire plus officiellement, par les rencontres de l'île d'Abo, qui vont être, des rencontres fondatrices pour les écomusées, mais et qui va surtout, regrouper et moi ça m'avait, marqué parce que je ne l'ai pas dit, je viens du monde des sciences, mi-dures, de la biologie, l'écologie, l'aménagement et c'est vrai que quand j'intègre l'écomusée, je rentre dans cette, nouvelle maison culturelle avec, comment dire? Ses compétences et je suis, un peu, surpris par, la pétillance, un peu l'exubérance, la militance de ce milieu des écomusées. Mais c'est pas seulement les écomusées d'ailleurs, c'est un peu la Fédération des parcs naturels régionaux, la dynamique, mission, de l'ethnologie, en France et donc il y avait une attente, elle se traduit à l'île d'Abo et ça a donné lieu à des rencontres qui m'ont étonné parce que venant des sciences dures, je trouvais que les sciences humaines avaient une dimension, de pétillance, d'ouverture, de sens sur la vie qui m'ont particulièrement, ému et bah, voilà, après ça a été le début d'une aventure. Donc tu étais là au moment de la création de la FEMS? Oui, oui, oui. Oui, oui, j'étais là au moment de la création de la FEMS. J'étais là dans ses balbutiements avec des gens, des professionnels de musée très engagés, tous isolés et épaulés, il faut bien le dire, on n'est pas tout seul par des musées régionaux comme le musée de Bretagne, comme le musée dauphinois, comme le musée d'Aquitaine, qui vont être un peu les tuteurs, les facteurs de reconnaissance des écomusées qui passaient vraiment pour des guignols à l'époque, hein, ou des troublions. Bah, je pense pour la direction des musées de France, hein. Donc je ne veux pas parler comme un ancien combattant, je vous rassure, c'est pas le lieu. Mais voilà, ouais, il y a eu un début très très fort et très pétillant, ce qui m'a marqué. Je me répète, mais c'est cette espèce d'engagement et de militance qui va déboucher sur une vraie fédération, qui va ensuite intégrer les musées de société. Alors tu le disais, mais peut-être que tu peux resituer quand même pour ceux qui ne connaîtraient pas parfaitement, tous les écomusées du réseau, tu nous rediras peut-être un peu la date de création, de l'écomusée, qui s'appelle alors l'écomusée du Pays de Rennes, aujourd'hui, écomusée de la Bintinée et la question que je voulais te poser, c'est, à ce moment-là, le vivant est-il un sujet pour les écomusées et quel est le contexte en fait, voilà, institutionnel, quel est le contexte aussi, des acteurs finalement? Je crois que les années donc là, je parle des années 80, le début des années 80 a été particulièrement marqué par les écomusées liées aux parcs et donc les parcs naturels régionaux en France qui vont rentrer dans des dynamiques de patrimoine ethnologique et qui vont intégrer cette dimension, alors d'abord de patrimoine vivant domestique,
des races locales ou des variétés locales pour les végétaux. Et il y a, moi, quand j'arrive en 86, déjà des travaux, conséquents effectués par des parcs naturels régionaux comme Maine Normandie sur le patrimoine fruitier, comme Marquez sur le patrimoine, vivant de sa région. Et voilà, il y a quelque chose qui est bien entamé. Et puis il y a d'autres acteurs qui sont importants, mais liés toujours avec la mission du patrimoine ethnologique et le muséum, c'est les conservatoires botaniques en France, conservatoires botaniques, officiels, nationaux. Et puis voilà, ouais, effectivement, il y a un certain nombre d'initiatives de ce qu'on appelle, c'est un peu barbare, mais l'ethnobotanique ou, donc un petit peu plus tard, l'ethnozoologie, c'est-à-dire ces rapports homme-animal, homme-végétal. Et moi, un pan, moi, qui me manquait quand j'arrive dans le métier, je maîtrise la biologie, mais je ne mesure pas l'ampleur des phénomènes de domestication et le fait que beaucoup d'animaux et de végétaux ne sont pas là, comme la providence, mais ont été travaillés pendant des décennies, voire des siècles, par des générations ou de paysans ou d'agriculteurs. Quand on a préparé, il y a des noms de personnes qui sont, revenus, tu as déjà cité, la mission du patrimoine, ethnologique, et puis, dans notre préparation aussi, tu as cité des personnalités, des ethnologues, voilà comme, Philippe Marchenet, Laurence Bérard, Pierre Le Liotagui. Je ne sais pas si c'est des noms de personnes qui évoquent, quelque chose, voilà, ce qui est la relève aujourd'hui de notre famille des écomusées, mais, je trouvais intéressant qu'on y revienne. Et puis peut-être que tu puisses, voilà, dire un peu quelles a été leur démarche, qu'est-ce qu'ils ont fait puisque, moi j'étais dans l'Ain, au moment de la fermeture, de l'antenne, CNRS, ressources des terroirs et c'est vrai que ça a été une grosse perte. Heu, voilà, donc peut-être qu'on peut revenir sur ces personnes, ces personnalités et ce qu'ils ont apporté à Mmh. notre famille de musées. Ouais, ouais. Oui, c'est vrai que Philippe Marchenet et sa femme ont été, des collaborateurs précieux et puis des stimulateurs intellectuels dans les réflexions que moi j'ai pu avoir, mais que le milieu de la botanique, en particulier en France, puis après de la conservation, animale ont pu avoir. C'est qu'il y a effectivement eu des leaders liés au muséum, liés à la fédération des parcs et ces gens ont amené une dimension. Alors, en particulier Philippe Marchenet, au début de sa carrière, a travaillé sur le parc Normandie-Maine, sur un inventaire, fruitier qui va déboucher sur une route, la découverte des fruits. Alors donc là-bas, c'était le cidre et une boisson moins connue qui est le poiré, qui est excellente, mais moins connue. Et ça va déboucher sur des itinéraires, donc aussi une prise de conscience du parc, mais aussi, de la région, de son patrimoine. Et ça va être des années où, différentes régions, vont effectivement investir leur patrimoine domestique. Je pense aussi à la région Nord-Pas-de-Calais qui, à travers une structure qui s'appelait Espace naturel régional adossé au parc naturel, va se préoccuper de sa conservation, la conservation. Alors c'est souvent sous l'angle des produits de terroir, mais ça débouche sur bien d'autres choses. Pardon, on m'entend mal? Tu m'aides plus comme ça. Ouais. Ça débouche ça débouche sur, des préoccupations sur les rapports homme, nature ou homme, animal et végétal. Et dans les exemples particulièrement marquants, donc il y a Philippe Marchenet et cette antenne du CNRS, dans ta région. Mais il y a aussi, une personne qui était très importante, qui nous a éclairés, c'est Pierre Liotagui. Pierre Liotagui est un ethnobotaniste, autodidacte, originaire de Bretagne, mais après émigré dans les Alpes et les Alpes du Sud et qui avait fondé une association. Alors, c'est un écrivain. Il a fait une exposition avec le musée d'ethnographie, le muséum de Neuchâtel, pardon, qui s'appelle La Plante Compagne. C'est un livre remarquable, je vous le conseille, s'il se trouve encore, parce que c'est un très bon écrivain. Il y a ce rapport d'attachement, pas seulement scientifique, mais il y a des questionnements très forts sur quels sont ces rapports entre l'homme, mais dans l'histoire, entre l'homme et les plantes. Et il va être l'initiateur d'une association qui s'appelle Alpes de Lumière, qui va déboucher sur, la création du prieuré de Salagon et toute cette démarche, ethnobotanique en particulier dans l'arc alpin.
Donc ce sont des pionniers et ce sont un peu ouais, c'est pas des exemples parce que la valeur d'exemple, c'est moins ça que le fait qu'ils ont réellement concrétisé des travaux qui vont faire école, quoi et qui vont être aussi, largement, favorisés par la mission du patrimoine ethnologique, des gens comme Denis Chevalier qui va être, un peu l'instigateur, mais pas seulement pour le végétal parce que Denis va aussi travailler sur avec le parc naturel régional du Vercors sur, comment dire? Les les migrations d'animaux, j'allais dire, pardon, les transhumances et vont être aussi, à l'origine d'une revue qui s'appelle l'Alpe. Enfin, il y a toute une dynamique, dans ces années-là et je le dis sans nostalgie, où on ouvre des portes. On ouvre des portes, on ne sait pas bien où on va, mais en tout cas, il y a plein de terrains d'expérience et les parcs naturels régionaux sont une occasion merveilleuse de faire des laboratoires. Quels sont les objectifs à ce moment-là, en fait, qui sont poursuivis? Alors, l'objectif majeur, c'est de conserver des on commence à parler de savoir naturaliste, de savoir-faire. On parle de produits de terroir, donc de possibles de mémoire des territoires, mais aussi de développement économique des territoires, de reconnaissance de produits, de modes d'élevage, de pratiques et j'allais dire dans une moindre mesure, c'est du patrimoine génétique. C'est-à-dire que c'est des gènes pour demain, pour diversifier, éventuellement créer de nouvelles races. Et ça, c'est pas exploré par notre secteur des sciences humaines. OK. Si on pose quelques jalons, alors c'est vrai que dans le réseau, heu, on a plusieurs, écomusées et musées de société, qui ont créé et qui disposent encore aujourd'hui de potagers vergers conservatoires, de conservatoires également de la biodiversité, animale, la Bintinée, Marquez, un certain nombre d'autres. Mais aujourd'hui, pour un certain nombre d'entre eux, c'est pas non plus la grande forme. Hem, Est-ce que tu peux nous redonner peut-être les grands jalons? À quel moment, c'est voilà, par si on prend l'exemple, hein, de l'écomusée, qui s'appelle alors le Pays de Rennes, est-ce que ça se met en place au tout début? Est-ce que c'est progressif? Comment ça se met en place? Non, c'est progressif. Ça se met en place. Alors, je vais être nombriliste avec mon arrivée, mais c'est pas moi qui suis en cause, c'est le fait que j'amène des compétences, des sciences de la vie et que à l'origine, c'est une équipe plutôt sciences humaines, d'historiens et d'ethnographes et là, il y a moi, j'amène, mon souci, de vie et j'ai cette prise de conscience avec Philippe Marchenet. Lui m'incite, il me dit: «Mais il y a autour du cidre, il y a une économie, mais il y a aussi, des savoir-faire et surtout du patrimoine vivant qu'il faudrait conserver». Donc c'est comme ça que je rentre progressivement, dans la conservation fruitière et puis en mettant le nez dans la conservation fruitière, je vais rentrer dans un autre monde qui est celui de la conservation animale. C'est assez clivé, hein et je rencontre une personne, d'ailleurs je ne l'ai pas mentionné, qui est vraiment lumineuse pour moi, qui s'appelle le professeur Denis, de l'école vétérinaire de Nantes, qui était un ethnozootechnicien, remarquable, avec une maîtrise de l'histoire de la domestication, tout aussi remarquable et qui va planter aussi des jalons pour moi dans ma démarche de conservation génétique animale cette fois-ci. Donc là, on est en 1988. C'est Oui la création pour le du végétal. verger conservatoire et pour le cheptel? Et pour le cheptel, on est en 92 et avec à chaque fois, bien évidemment, non pas seulement une initiative de l'écomusée du Pays de Rennes, mais un travail avec des partenaires, sur le territoire. Les collections fruitières, il faut aller les chercher dans les vergers, donc chez les agriculteurs. Les animaux sont chez des éleveurs, bien souvent un peu rebelles, un peu qui ont résisté aux races dominantes et donc se crée tout un tissu autour de l'écomusée et on investit et ça ça m'a marqué, ça me marque toujours avec le recul. On a investi un domaine où on n'est pas du tout reconnu au début. L'écomusée du Pays de Rennes qui s'occupe d'agriculture. Moi, la chambre d'agriculture, je leur fais une visite peut-être, je sais pas, 4 mois, après être arrivé à l'écomusée et ils se moquent de moi délibérément en disant que l'écologie de grand-papa les intéresse pas, l'agriculture, c'est pas ça. Et lorsqu'on met le nez dans la conservation fruitière et animale, puis on a la chance d'avoir un succès un peu inattendu qui est la redécouverte de la poule coucou de reine,
autour de Rennes, ça va déclencher un nouveau regard des acteurs de l'agriculture, alors je dirais pas bretonne, mais en tout cas en Haute-Bretagne, un autre regard sur le monde des musées et des écomusées. Et le patrimoine n'est plus seulement quelque chose de ringard. Ça va nous aider énormément. Alors, bah, peut-être qu'on en arrive justement sur les sujets, conviction, définition. J'avais envie de voilà, te poser cette question assez simple. Comment tu envisages le patrimoine vivant? Et que recouvre cette notion? Parce que ça a été dit un petit peu sur ce qu'on allait poursuivre comme discussion, durant ces 3 journées. Mais c'est vrai quand, j'ai appelé un peu des collègues, des anciens collègues, enfin voilà, des amis du réseau, certains j'ai eu parfois cette réflexion qui m'a un peu surprise et un peu déçue aussi de dire: «Ah mais non, mais, le patrimoine vivant, c'est loin de nos préoccupations là, hein, En gros, nous on a les collections alors, voilà, je me dis alors que le vivant, bah, j'ai été, très touchée par les voilà, la présentation, que ce soit les élus, Xavier, enfin, on voit bien, c'est quand même ça nous concerne tous. Hem, donc comment, toi, Jean-Luc, voilà, maintenant tu es à la retraite, on l'a peut-être pas dit, mais, Jean-Luc Ouais. n'est plus en activité, donc il est Ouais. libre de dire ce qu'il veut et on y viendra après, il a d'autres engagements, sur lesquels on reviendra. Mais comment tu voilà, envisages aussi un peu avec cette distance qui est celle de ton parcours, comment tu envisages le patrimoine vivant? Et est-ce que tu l'envisages aujourd'hui de la même manière peut-être que tu l'as envisagé, tu vois, en 85 quand tu as commencé, avec les 1 initiatives? Bah, je commence par la fin. Je peux pas dire que j'ai, continué comme ça, non. Je crois que dans ma démarche, il y a quelque chose de qui s'avère toujours vrai. Ce que je voudrais dire, c'est que donc je viens de le dire, je commence à me préoccuper, pardon, du patrimoine domestique, l'écomusée, la structure que j'incarne et petit à petit, enfin avec mon bagage, environnement, écologie, naturelle, je me préoccupe aussi de patrimoine naturel, du vivant, sauvage et ça va déboucher sur, en particulier, 2 expositions qui vont un peu faire date sur notre territoire. L'une sur le bocage, bon, mis à mal, comme chacun sait, par l'agriculture, moderne, productiviste et puis une autre sur les Landes de Bretagne. Les Landes étant un peu le paysage et le milieu emblématique de la Bretagne, les Landes littorales ou les Landes intérieures et on va faire une exposition, alors pas tout seul, avec des spécialistes et on va la faire de telle manière qu'on va et je pourrais en parler peut-être à la fin, toucher des cordes sensibles, auprès du public et voilà, chemin faisant, donc on travaille sur un certain nombre de thématiques comme ça, qui touchent au patrimoine naturel et puis, ben, je sors du milieu professionnel et je décide de m'orienter, enfin de m'investir dans ce patrimoine naturel avec une association qui s'appelle, Bretagne Vivante, une association de protection de la nature, une grosse et ancienne en Bretagne, qui date des années fin des années 50, début des années 60. C'est 5 000 adhérents, c'est 84 salariés, c'est 5 départements, les 5 départements bretons et voilà, je m'engage dans j'ai envie de m'engager dans cette dimension patrimoine vivant, avec je renie pas mon bagage des sciences humaines, ce que j'ai découvert chez les sciences humaines et au contraire, j'ai envie d'amener dans ce patrimoine naturel, une considération qui est aussi celle du patrimoine, du rôle des hommes et des milieux, modifiés. Donc voilà, je suis maintenant, la nature a horreur du vide. J'en discutais avec Xavier, hier. On a 5 000 adhérents et on a beaucoup de mal à renouveler notre conseil d'administration. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui s'engagent, qui veulent faire des inventaires naturalistes, qui alimentent des bases de données, remarquables, hein. C'est vraiment remarquable le travail qui est fait. Mais pourtant, on rame vraiment pour avoir des On va faire administrateurs un qui petit montrent sondage, qu'ils font. certains d'entre vous connaissent Bretagne Vivante? Levez la main. Ah, il y a plein! Ouais. Ouais, ouais, non, c'est connu, ouais. Donc on a commencé, voilà, par la fin, enfin par la fin, par aujourd'hui, donc ton engagement, au sein de Bretagne Vivante.
Quand on a prépa ah bah, du coup, on va remonter, on va Ouais. changer, je change toutes mes notes de place, heu, on va essayer J'ai de grillé, récupérer, j'ai c'est pas grave. grillé. Et c'est vrai que quand on avait préparé, donc tu me disais qu'un autre élément dans ton parcours avait été important pour t'amener à ton engagement actuel dans Bretagne Vivante, c'était, ton passage au Césaire. Je sais pas si tu Oui, t'en rappelles ce qu'on oui, t'était dit? oui, oui, c'est vrai, oui. Alors là, on est déjà un peu sur la fin, ouais. Oui, c'est vrai que, à la faveur je dirais des 2 expositions en particulier, une expo qui était moins sur le patrimoine vivant, mais qui était plutôt engagée, qui était une exposition sur le virage agricole breton. Heu, il y a eu un rapprochement avec le Césaire qui était venu faire des visites, parce que c'est une période qui est très fondatrice et qui est très remuante en Bretagne, hein. C'est le début de l'agriculture productiviste bretonne. Ça avait pas mal touché le secteur, politico-social et donc voilà, le Césaire m'a demandé si je voulais bien être, membre consultant, hein. Je suis pas un donc le Césaire, Conseil économique et social, de la région Bretagne, mais il y en a dans toutes les régions et donc il y a un organisme, comment dire? Avec des représentants de la société civile et puis des membres associés comme moi qui sont souvent ou des professionnels de la culture ou beaucoup d'universitaires. Mais en particulier, s'y côtoient, les syndicats, des acteurs de l'économie sociale solidaire, des acteurs de l'agriculture. J'ai rencontré des acteurs du MEDEF que je côtoie très peu. Le MEDEF, c'est pas ma tasse de thé et ben, voilà, c'est une structure où ça réfléchit. Là, j'étais dans une structure qui s'appelle la section prospective. Prospective, ça veut dire imaginer ce que sera un thème, comment cette problématique peut, donner lieu à une réflexion sur les horizons, 20, au moins 20 ans, 30 ans, 40 ans et donc il y a des thématiques comme l'alimentation, comme là, actuellement, c'est le travail, où il y a un travail qui est fourni et pour faire ce travail, ces rapports pour les conseillers régionaux, bien sûr, bah, il y a besoin d'alimenter et il y a beaucoup d'interventions de spécialistes divers et c'est un lieu de discussion, que j'ai trouvé très, très riche, que je ne soupçonnais pas, que j'ai découvert et où tout le monde se respecte, où ça s'écoute et où, ça brasse énormément de choses. Par certains côtés, je vais vous dire, ça me faisait penser aux travaux de la FEMS où quelquefois on brasse beaucoup, on se dit où on va et tout compte fait, voilà, ça produit, ça bosse énormément et sur des thématiques. Il y a eu une thématique sur l'alimentation, une autre sur le foncier, mais le foncier, le sol, quoi et ça débouche sur des réflexions vraiment profondes, des interventions qui sont assez bouleversantes. De naturalistes, il y a eu Marc-André Sellos pour le muséum, il y a plein de gens et puis ça touche les mines, ça touche les et voilà et donc c'est vraiment au je trouve au cœur de la société comme nous et vous, vous l'êtes. On est au cœur de la société et ça c'est vraiment, quelque chose de remarquable qui est venu compléter mon ouverture sur cette société et c'est, une structure qui d'ailleurs, a connu un peu des risques, politiques, comment dire? De suppression des Césaires en France, récemment. Mais c'est vraiment une structure enrichissante et si vous avez l'occasion de travailler avec les Césaires dans vos régions, faites-le. On y rencontre des belles personnes, souvent avec un esprit de transversalité et puis, moi j'ai été étonné par exemple sur le vivant, sur la biodiversité, j'ai été étonné de voir qu'un certain nombre d'acteurs, comme c'est des gens très ouverts, ils sont déjà à moitié dans les problématiques et on avance très vite, quoi. En revanche, j'avais découvert, là, c'est pas bien pour le vivant, mais dans la première session où je participais, donc là, j'étais petit débutant, notre présidente de section prospective a dit une chose qui m'avait fait froid dans le dos parce que je le savais, mais je l'avais pas entendu dans une structure comme ça là, c'est: «Bon voilà, maintenant on sait qu'on va dans le mur. L'objectif de la région et donc de nous, Césaire, c'est de faire en sorte qu'on y aille comment dire? Lentement possible» et voilà, c'est des choses qui marquent, quoi, hein. Ça rejoint la question, flotter ou couler en beauté, qu'on a pu aborder hier. Ouais. Flotter avec grâce, c'était. Alors, derrière toi, Jean-Luc, tu n'as peut-être pas vu,
Mais il y a des images, des photographies qui défilent, et je te propose de revenir peut-être, non pas, en mode médiation et ou leçon chose, mais peut-être, éclairer voilà, sur quelques grandes notions, cette, dimension, du vivant et comment finalement, pour arriver à progressivement sur la question qui va être centrale, c'est que peuvent les écomusées et les musées de Mmh. société et donc, concrètement, quelle est notre utilité sur ces enjeux du vivant? Mmh. Voilà, peut-être nous redire, pour ceux qui seraient peut-être plus loin, de la Bretagne, même s'il y a du bocage ailleurs qu'en Bretagne, voilà, ces quelques grands milieux, ces quelques grands écosystèmes, Mmh. comment tu les vois? Bah, oui, je donc le patrimoine domestique, j'en ai parlé, donc ça, j'allais dire, c'est un petit peu acquis. Pour, le domaine du sauvage, du naturel, c'est plus complexe et ça fait référence, bien sûr, aux espèces. On protège les espèces animales, végétales, mais avant tout, aujourd'hui, la grande problématique, celle des associations de protection de la nature, mais qui rejoint les grandes structures comment dire, environnementales en France, c'est la protection des milieux. C'est la conservation des milieux, faire en sorte que ces espèces trouvent demain les conditions, toujours les conditions de vie qui leur sont nécessaires. Et ça, c'est pas gagné du tout. Et c'est le gros travail des associations de protection de la nature. Et voilà. Et donc, à côté de ces écosystèmes, on débouche aussi sur des, des problématiques et qui sont aussi les vôtres. C'est que il n'y a plus beaucoup de milieux naturels en France ou en Europe. Et donc, on est souvent face à des milieux naturels modifiés et ces milieux méritent toute notre attention et en particulier, le fait que, si on pense à l'agriculture, il y a un besoin très fort, quelquefois même, de s'opposer, c'est-à-dire de militer, de donner du sens à cette lutte. Les milieux naturels sont aujourd'hui des enjeux. Alors l'association que je représente gère par exemple des réserves naturelles, d'intérêt national, d'intérêt régional. Alors pour donner des exemples, ça peut être, l'archipel des Glénans, ça peut être les marais de Séné dans le Morbihan, ça peut être vraiment des grands milieux naturels, des sanctuaires un petit peu. Et puis il y a des réserves, régionales ou autres, par exemple les Landes, qui sont des écosystèmes, typiquement modifiés. Ouais, là c'est du bocage. Mais et voilà, donc on est, nous, association, au centre de problématiques qui, quelquefois, vont jusqu'au recours juridique, hein, pour, comment dire, barrer les abus, mais qui sont aussi dans le domaine de l'inventaire, de la description, du signalement, des mesures de classement. Et par exemple, il y a un certain nombre de réserves qui croisent des activités humaines. Je pense par exemple à des galeries de mines, d'anciennes galeries de mines, qui sont devenues aujourd'hui des sanctuaires pour des colonies de chauves-souris, qui sont protégées. Tu as des arrêtés de biotope et un grillage pour pas que les gens puissent pour pas que les gens puissent y rentrer. Et puis, c'est comme ça, pour un certain nombre de milieux modifiés. Ça m'amène d'ailleurs à dire aussi que, là, tout à l'heure, quand je parlais du Césaire, il y a un petit message alarmant, mais qu'il y a aussi des messages optimistes qui sont ceux des capacités, alors faut pas le dire trop fort, mais des capacités de résilience de la nature. Et dans ces phénomènes de résilience, il y a par exemple des milieux naturels qui peuvent apparaître grâce à l'activité humaine. Je pense, par exemple, aux gravières qui, une fois, leur exploitation achevée, peuvent devenir des réserves aquatiques assez fabuleuses avec des milieux très diversifiés. C'est-à-dire que l'intervention humaine a provoqué des tas de sable, donc des lieux plus secs, d'autres beaucoup plus humides. C'est vrai aussi pour les carrières qui, pour certaines, deviennent où il y a des carriers, nous, qui nous ont dit: «Bah, on remet tout en état, on rebouche tout». Et on leur a dit: «Non, surtout pas». On a constaté que des micro-falaises qui ont été créées deviennent des lieux pour certaines plantes ou certains oiseaux qui viennent nicher dans ces falaises. Et donc voilà, tout n'est pas perdu, quoi. Il y a une capacité, de la nature à investir quand on n'a pas dépassé effectivement, les limites, convenables. Mais voilà, le patrimoine naturel aujourd'hui, c'est bien des enjeux de sauvegarde de milieux naturels. Et aujourd'hui, et ça je le constate depuis, c'est vrai, depuis 5 ans, des associations comme la nôtre, on entend
protéger des milieux naturels exceptionnels ou importants. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que le message change et je l'aperçois aussi au Césaire où, on se dit, «Tout ce qui est gagné, c'est bon pour demain». C'est-à-dire qu'on n'est plus dans du patrimoine exceptionnel, mais dans du patrimoine ordinaire avec, des démarches pour que les gens diversifient, renaturalisent leur jardin. C'est vrai pour les collectivités avec les espaces verts, des politiques où on reconquiert de la biodiversité, où on la maintient, à défaut. Et tout ça, ça contribue à faire ce que vous avez déjà entendu, ce terme, c'est les corridors écologiques, les trames, vertes et bleues, où effectivement l'agglomération d'un certain nombre de petits milieux, urbains, liés à des milieux agricoles, liés à des milieux plus naturels comme les forêts, constituent des zones de dissémination de la faune et de la flore qui de qui pour demain vont être capitales. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup trop de, j'allais dire, d'îlots, étanches qui ont été créés par l'urbanisation et qui, en fait, stérilisent la biodiversité. Donc il y a, les travaux s'orientent sur ces sujets-là, beaucoup. Et moi je trouve, hein, avec mon expérience, alors c'est vrai, je pense que les musées de société ont vraiment un rôle, privilégié à jouer. Je connais bien les muséums d'histoire naturelle, mais les musées de société ont une capacité à hybrider les connaissances, les thématiques, les champs scientifiques, qui fait que nous sommes, hem et ça j'ai vraiment envie de vous le dire, je trouve que les musées de société sont légitimes, hier et aujourd'hui pour parler d'un certain nombre de problématiques. Quand je dis «sont légitimes», c'est un peu évident, mais quand je dis «légitimes», je le dis à la faveur de ce que j'ai pu connaître ou de ce que j'ai pu craindre à un moment. Par exemple, cette exposition sur l'agriculture en Bretagne, un certain nombre de collègues ou d'amis m'ont dit: «Mais ouah, ouah, tu vas trop tu risques de te prendre une gamelle, quoi, hein. Ça risque de ruer dans les brancards». Et ça a rué dans les brancards. La FNSEA était pas toujours contente aurait voulu corriger certains cartels. Mais, ça s'est mieux passé que prévu. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que, nous sommes, reconnus pour être des lieux neutres de parole et même si on m'a dit que c'était trop ce qui m'a rassuré, c'est que la FNSEA m'a dit: «Vous allez beaucoup trop loin» et la Confédération paysanne m'a dit: «Tu es pas allé assez loin». Donc là, je me suis dit: «Bon, ça va, on a trouvé le juste milieu». Mais on n'est pas suisse pour autant, hein. Mais voilà, on avait ouvert un débat et voilà. Et je pense que, les musées de société sont bien placés pour parler de ces sujets-là. Alors, tu as utilisé le mot neutre. Bon, on y reviendra, ça fera suscitera peut-être des questions. Moi, je suis pas trop d'accord avec toi sur ce sujet, parce que je pense que la neutralité, ça Non mais n'existe ouais. pas. Mais peut-être qu'on peut revenir sur, justement, sur le que peuvent les musées de société. Voilà, très concrètement, tu dis cette légitimité, par quels moyens d'action ça passe, en fait, voilà, pour, devenir des espaces, où on bah, la manière de prendre soin, du vivant, c'est une forme aussi de transmission. Du coup, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Et du coup, à la lumière de ce que tu as pu tester déjà, bon, bien sûr des expositions, mais peut-être que tu peux t'appuyer sur des exemples, voilà, concrets de projets que tu as pu mener et de voir, qu'est-ce qu'ils ont pu produire aussi, parce qu'on a parlé d'impact hier, sur la question des publics. Et puis peut-être aussi de limites aussi à certains projets que tu aurais voulu, aller plus loin ou qui ne se sont pas passés comme tu aurais voulu. Mmh. Hem, alors issu de mon expérience, je vais reparler de cette exposition sur l'histoire de l'agriculture ou sur le bocage, je pourrais dire. Le fait d'hybrider dans l'exposition, c'est-à-dire quand je dis hybrider, c'est qu'on avait des collections d'art, pas pour avoir de l'art, hein, c'était pas ça. L'art était là pour souligner le fait que quand, par exemple, quand on parle des Landes, il y avait des très beaux paysages de Landes, des paysages du 19e, très, très beaux, ou des scènes de chasse, sur les Landes et ça venait créer une émotion. Moi, c'est un mot que j'aime bien et puis je le revendique, fort. Les scientifiques disent qu'il ne faut pas aller vers l'émotion. Moi, je revendique l'émotion et par rapport à ce que tu disais de la neutralité, je suis d'accord. Il y a pas de neutralité et j'en parlais tout à l'heure dans le couloir. J'ai toujours déploré que le milieu scientifique d'origine qui était le mien, les sciences de la vie,
À cette époque-là, et je suis pas sûr que ça ait beaucoup changé, on nous incitait à la plus grande neutralité dans nos discours, c'est-à-dire qu'on était des écologistes, on nous disait, et pas des écolos. Et c'est vrai que, il y avait peu de scientifiques à prendre part au grand débat, et je dois dire que par exemple, Bretagne vivante est née de 2 bastions bien qui sont pas très loin pour l'un. C'est l'université de Nantes et l'université de Brest où, une poignée de scientifiques, engagés vont créer Bretagne vivante de toutes pièces en voyant les dégâts, les débuts des dégâts occasionnés sur l'environnement et puis à la faveur aussi du Torrey Canyon. Mais voilà, donc il y a non, il y a vraiment cet engagement, il est nécessaire et je ne sais plus quelle était ta question? Oui, alors on revient, c'était sur la question, des moyens d'agir pour un musée. Donc tu étais sur les thématiques, Ouais, la question de l'angle aussi peut-être ouais, des expositions, l'angle du récit. mmh, Donc, on ouais, je te laisse revenir ouais, sur peut-être une exposition un peu précise, ouais, prenons par exemple, l'exemple de l'exposition sur le cochon par exemple, puisque hier on nous a dit qu'il y avait plus de cochons, que de bretons, mmh, enfin de oui, bretons humains. oui, oui, on a fait une exposition sur le cochon en Bretagne, l'histoire du cochon en Bretagne, et là aussi, c'était pas obligatoirement très fédérateur. Enfin, le cochon ancien, il avait toute la sympathie du public. Mais la partie effectivement de l'exposition consacrée, à la situation actuelle, à l'élevage intensif et aux images de c'est pas très fun quoi, c'est pas très sexy, hein, donc le public il passait beaucoup plus vite dans cette partie-là. Alors que les belles photos de cours de ferme en Bretagne ou les photos même de tuerie de cochons, ça avait un côté sympathique, sans parler de la charcuterie. Mais quand on parle du contemporain, vous le savez tous, c'est un peu plus, compliqué et ça nécessite effectivement de se poser la question: «Qu'est-ce que j'utilise?» Et moi, c'est l'expo, Land ou sur l'histoire de l'agriculture, où je me suis rendu compte qu'il fallait pas avoir peur de manipuler l'émotion. L'émotion, pour moi, c'était les images d'archives. Bon, on a, avec le musée de Bretagne, des images d'archives, magnifiques. Elles suscitent une émotion et cette émotion est propice un à faire passer un message ou une question, si c'est pas un message, à susciter des questions. Et moi, j'étais content qu'à la sortie de l'expo Land, les gens me disent: «Mais» il y avait des gens qui disaient, y compris la directrice régionale des affaires culturelles: «Mais ce qu'on a vu là, ça existe?» Et voilà, donc c'était déjà mettez vos chaussures, allez voir, quoi. Et puis après, ben, préoccupez-vous, près de chez vous, de ce qui se passe, de ce que ça va devenir. Mais c'est vrai que le croisement, des sciences de la vie, on avait emprunté des collections au Muséum d'histoire naturelle de Nantes, des loups en particulier, mais pas que, les derniers loups de Bretagne. On avait emprunté des tableaux, je l'ai dit tout à l'heure. On avait une iconographie très, très belle des Landes et on avait réalisé un reportage avec des drones sur des paysages de Landes un peu emblématiques en Bretagne qu'on ne voit jamais comme ça. Je pense aux Landes du Cap Fréhel, à Crozon, au bout de la Bretagne et là, on voyait les Landes, d'une autre manière, quoi. Et pour l'exposition, en tout cas, comme média, Heu, manier ces émotions-là, c'est amener le public à ressentir et pas déambuler, quoi. Et ça, c'est pour moi très important. Le deuxième point, alors bien sûr les conférences, c'est un peu une évidence pour nous, mais pour beaucoup d'acteurs, on n'est pas les seuls. Par contre, au niveau du vivant et d'en prendre soin, je trouve qu'on a aussi un rôle dans les captations d'images. Alors on va pas faire du documentaire animalier parce que c'est un métier, mais des captations d'images d'acteurs majeurs, de gens qui ont des choses à dire sur leur rapport à la nature, sur leur engagement, sur et ça donne quelque chose là aussi de sensible et qui alimente, les générations futures avec des Tu témoignages veux dire en sensibles. termes de collecte? Plutôt Ouais, d'enquête-collecte sur des voilà. pratiques? Ouais, oui, oui. Je pense en particulier, quelquefois c'est simple, hein. Alors, il y a une association en Bretagne qui s'appelle Eau et Rivières de Bretagne. Eau et Rivières de Bretagne, c'est une association assez magnifique dans son sens humain. C'est que c'est au départ, pareil, comme Bretagne vivante des années 60, la prise de conscience de pêcheurs que, ils prennent de moins en moins de saumon, en particulier parce qu'il y avait des rivières à saumon en Bretagne. Il y a des rivières à saumon et de truites aussi. Donc la détérioration de la qualité de l'eau et cette
association, qui est une grosse association qui compte politiquement, hem, va se préoccuper de la qualité de l'eau des rivières, des poissons et puis aujourd'hui, elle se préoccupe des algues vertes, des nappes phréatiques, des ressources en eau. C'est devenu un sujet très politique, mais un acteur éminemment reconnu en Bretagne et je trouve que c'est une belle aventure humaine et alors il y a eu quelques captations des fondateurs, mais je pense aussi à un jeune de Bretagne Vivante, un service civique récemment, qui me parlait de son itinéraire. Il était tout discret et il me dit: «Je suis président d'une association de pêcheurs dans les Côtes d'Armor». Je dis: «Ah bon? Mais comment ça se fait ça?» Ben, il me dit: «Moi, quand j'étais gamin, j'ai rencontré un meunier». Il disait, mais c'était en fait, une grosse, un gros moulin, une grosse minoterie et son patron avait été élevé près de l'eau et était pêcheur de saumon et il avait pris ce jeune comme un petit peu comme élève, comme gamin et donc et je trouve qu'il parlait de la nature d'une manière des rivières, il parlait de la rivière, de manière étonnante et il était devenu administrateur à 16 ans de l'association de pêcheurs qui travaillait avec Eau et Rivière. Donc il y a comme ça des itinéraires, heu, les montrer, ça fait du bien et ça fait du bien au public et puis ça constitue des archives pour demain. Alors, tu avais aussi insisté donc, quand on avait parlé de ce sur ce sujet, que peuvent les musées sur notre capacité d'agir? Il y avait 2 grands sujets donc, raconter des histoires, hein, donc on en a parlé et puis tu m'avais dit également, un rôle de réconciliation, de pédagogie et la nécessité, d'allier les connaissances et l'expérience de la nature. Oui, ça fait d'ailleurs, ça fait écho hier, j'ai pas voulu intervenir, mais à ce que disait notre conférencière, c'est que, de manière évidente, aujourd'hui, on n'a jamais eu autant accès à la connaissance de la nature. C'est-à-dire qu'il suffit de cliquer sur son ordinateur et on a accès à des documentaires fabuleux, par contre, ce qui fait défaut et ce que tout le monde constate, en particulier ceux qui travaillent avec les enfants, dans l'initiation à l'environnement, c'est qu'il y a plus d'expérience. Il y a de moins en moins d'expérience de la nature et que, on ne mesure pas et ça, par exemple, chez l'ethnobotaniste dont je vous parlais, il le décrit merveilleusement, comment les jeux de cache-cache dans les bois déclenchent des connaissances, un peu intuitives. Au départ, on mâche de l'herbe, on fait du cache-cache, on se met dans un tronc et on regarde et ça, c'est difficile à compenser cette expérience-là. Donc il faut la créer, mais ça s'invente pas. Ça fait allusion, au fait que quand on est gamin, on est un peu une éponge absorbante, des sens et que quand on marche dans un marais, souvent ça sent la menthe, vous avez dû le constater et ça reste gravé. Enfin, on peut avoir une espèce de connaissance intuitive de la botanique après, par des expériences de jeunesse. Et moi, je sais, par exemple, que ça choque certains de mes collègues, mais moi, je dois une partie de mon goût pour la nature au fait que je suis issu d'une famille de chasseurs et que, en dehors de tirer sur les perdreaux et les lièvres, je me suis baladé dans la nature avec mon père qui m'a appris la nature, quoi et je pense que ça déclenche des choses et quelquefois, je le dis, de manière provocante, mais il vaut mieux un bon chasseur qu'un qu'un écologiste qui connaît rien et qui va dire, des choses pas très recommandables dans une salle de réunion, quoi. Et non, mais je dis parce qu'on a par exemple, dans l'île-et-Vilaine, on a un marais qui est géré par la fédération de chasse. J'ai rencontré son président et tout ça et ils font un travail extraordinaire, quoi. Ils font un travail extraordinaire, c'est-à-dire qu'ils ont intégré toutes les données de la nature et c'est devenu un sanctuaire. Donc voilà, pas quelquefois, faut arriver à retirer ses frontières. Donc on va peut-être terminer là-dessus parce que j'avais une question sur, est-ce qu'il y a un projet que tu aurais, aimé faire, voilà, mais peut-être que c'est celui-là du coup? Une expo sur la chasse? On en a parlé hier déjà. Oui, c'était pas par provocation, mais c'est parce que c'est vrai que c'est un sujet un peu clivant, mais où il y a de belles choses à raconter, en particulier en Bretagne. Ça va jusqu'aux races de chiens, ça va enfin voilà. J'aurais bien aimé ça. Il y avait aussi un autre sujet que j'avais évoqué avec toi, c'était justement la naissance de ces des 2 associations environnementales bretonnes. Comment une préoccupation d'environnement débouche sur un mouvement, de société important qui va être fondateur et ça se déroule sur 50 à 60 ans, quoi. Oui, alors j'avais mis justement,
ce type d'image et du coup, ça nous ramène finalement à qu'est-ce que nous pouvons faire et c'est vrai que notre, capacité d'agir, on peut aussi la situer à différents endroits. La question de la collecte et de l'enrichissement des collections, donc là, il s'agit d'éléments, d'extraits d'affiches, plutôt liés à des causes, environnementales, sociétales, une opportunité qu'on a eue de collecter à la fois un témoignage, auprès d'un homme, politique très engagé qui a été président de France Environnement, originaire du Finistère, voilà et c'est vrai que ça nous tire des fils. Alors, je pense pas qu'on fera une exposition parce que c'est quand même un peu pointu, voilà, sur l'histoire d'eau et rivières de Bretagne. Mais en même temps, c'est vrai que notre échange, voilà, c'est, est-ce qu'il y a un patrimoine? Est-ce que c'est un patrimoine assez immatériel finalement, qui a pas fait l'objet d'études, donc il y a pas de synthèse Mmh. et en même temps, c'est très riche. Voilà, donc c'est vrai que sur, une histoire de l'environnement, enfin dans une histoire de l'environnement ou une approche, qui irait, des années 60 jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai que ça peut permettre de poser des jalons intéressants. Voilà, ben, on s'était dit un petit peu ça. Je sais pas, Jean-Luc, si tu voulais terminer, Ouais, moi, avec autre chose? je voudrais terminer par, une interrogation, qui est philosophique. Point Non, d'interrogation. mais je suis, entre guillemets «militant», je suis vice-président de Bretagne Vivante, donc une association militante. On travaille avec les pouvoirs publics sur plein de dossiers, on va aussi en contentieux juridique, enfin, on fait notre boulot et j'ai récemment eu, en particulier au Césaire, des témoignages de gens comme de parents comme moi, avec des jeunes d'une trentaine d'années et avec une question qui moi me remue parce que je me dis: «Mais moi effectivement, aujourd'hui si j'avais 30 ans, qu'est-ce que je ferais?» Et c'est cette tendance, en l'occurrence cette personne qui était l'ancienne présidente d'association Les Rivières, sa fille lui a dit à l'occasion comment dire? Des méga-bassines, de dire mais de Sainte-Soline, hein, de dire: «Mais maman, on t'a vu pendant 30 ans militer, tu étais pas là tous les soirs, tu étais à Haut-les-Rivières, tu étais» alors elle était très investie cette femme et «Est-ce que tu crois que nous on a le temps, on aura 30 ans pour essayer de faire valoir et gagner des petits combats?» Et elle lui disait: «Moi je ne m'engage pas comme toi, je m'engagerai plutôt dans une lutte, violente». Et OK, alors c'est le mot de la fin, non, mais Jean-Luc. non, mais c'est pas non, mais c'est je trouve bah, voilà, c'est une problématique Ouais, de bon, allez société. voir le film Les Soulèvements parce que c'est Non, mais exactement ça qu'il s'agit. non, mais franchement, c'est C'est une un film problématique. Je dis pas qu'il faut avoir recours à la violence. Je dis que je comprends qu'un jeune, aujourd'hui, se dise, par rapport aux urgences climatiques ou celles de l'effondrement de la biodiversité, par rapport au rapport de force et au déséquilibre, ne faut-il pas avoir recours à d'autres voies qui on le voit bien, enfin, nous, on se heurte là, très, très durement à la coordination rurale. Sur donc ces histoires d'agriculture, de déréglementation et où ça passe comme une lettre à la poste et mais je me dis: «Je» c'est vrai que si j'avais 30 ans aujourd'hui, je me demande si je ne serais pas tenté, d'aller jeter les pavés quoi, je sais pas. C'est c'est parce que ça va ces gens-là font mal et qu'en fait ça vient grignoter des années de progression, d'acquis qui peuvent comme ça être gommés par des acteurs, peu 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 recommandables et qui sont suivis par l'État, quoi. Et et c'est une question, quand je dis c'est une question de société, c'est une question philosophique, c'est je suis pas du tout violent, mais par moments, on se dit: «Mais où va se nicher le rapport de force et que faut-il faire par rapport à ce rapport de force?» Et là, on est bien dans la thématique, prendre soin du vivant. et c'est vrai que si on ramène à notre question de nous dans le mu avec le vivant, mais avec nos musées également, la conclusion, je ne vois pas Stéphanie, mais elle doit être quelque part brouillée, qui nous parlait, là-haut de pour je résume pour ceux qui n'étaient pas là hier soir, mais le constat de forme d'échec, en tout cas d'un changement d'air avec la fermeture, du musée de la vigne et du vin d'Anjou et le décalage complet avec les vignerons du secteur qui ne se reconnaissent pas dans ce musée et c'est vrai que si on veut éviter que d'autres, écomusées et musées de société, finissent, soit fermés ou encaissent et ben, effectivement, il y a une vraie question à se poser sur, comment nous aussi on modifie, un certain nombre de choses
et qu'est-ce qu'on change? Alors est-ce que le changement il est radical comme, nous l'a souvent invité à faire, Serge Chaumié ou est-ce qu'il est, petit à petit? C'est vrai que c'est la question du temps qui est pas forcément long, mais c'est des vrais sujets. Bah, merci Jean-Luc, en tout cas de nous ouvrir, alors je sais pas si ça fait avec une forme d'espoir, sur la fin, mais en Ah tout oui, cas, oui. Oui, oui, il y a de un la questionnement. je rassure, il y a de la résilience si on laisse un petit coin de nature, tranquille et ça je vous assure, c'est vrai, hein, plus il est gros, mieux c'est. Et il nous reste, Mais la oui, nature reprend ses droits, pourvu qu'on n'ait pas dépassé les limites de l'extinction, bien sûr, mais il y a une résilience, ça c'est sûr. et il nous reste quelques minutes s'il y a, voilà, des questions, ou des compléments ou des compléments d'expérience. Voilà. Oui, Laurent Védrine du musée d'Aquitaine. Moi, ce que je voudrais, peut-être dire ou témoigner ou le regard, peut-être éloigné aussi par rapport à cet écomusée que j'ai jamais, visité encore. J'en ai un peu honte, mais bientôt. C'est toujours dans les discussions dans le monde, des musées, de l'écomuséologie, ce positionnement, en fait, cet écomusée qui était, vraiment et qui est, une référence dans 2 domaines, pour moi en tout cas. La 1re, c'est effectivement cette connexion entre, le vivant, entre l'économie aussi, par rapport justement à tout un secteur économique et puis aussi le patrimoine et la culture. Et c'est toujours été et c'est toujours, vraiment une référence par rapport à ça, de ce lieu de croisement et puis aussi de boîte à outils, de boîte à idées. Et puis aussi une autre, référence importante et ça a été évoqué, c'est vraiment de positionner en fait le musée comme lieu de débat sur des sujets qui sont loin d'être faciles, hein, donc des sujets qui sont sensibles, qui voire peuvent être polémiques, et que l'écomusée n'a jamais, comment dire, n'a jamais tourné le dos par rapport à ça, l'écomusée Labintinet, pour poser des choses, mais de manière aussi, alors certes pas neutre, mais en même temps distanciée. Et ce que tu évoques, notamment aussi par rapport aux bons chasseurs, etc., je pense témoigne vraiment, vraiment de ça. Et sans doute dans ce que tu dis aussi par rapport, ça me fait penser à des discussions qu'on a eues par rapport à un autre réseau qui est le réseau des musées engagés, où il y avait notamment une table ronde qui était organisée sur la question de la censure, hein, qu'on pouvait apporter donc à ses propres expositions, à ses propres productions, et aussi justement la relation par rapport à nos autorités de tutelle, la relation aussi par rapport à notre territoire. Et ce que tu dis tout à l'heure par rapport à ce témoignage sur l'écomusée de la vigne et du vin, voilà, on est sur une ligne de crête, hein, qui est fragile, mais comment dire, est-ce qu'il faut aller vers la radicalité? Est-ce qu'il faut aller vers une forme de consensus? Moi, j'en sais rien. En revanche, être relié au territoire tout en ayant un regard distancié, je pense que c'est vraiment là aussi ce qui peut nous permettre de rester un lieu de débat et vraiment un lieu de démonstration qui peut donner à la fois évidemment du plaisir, mais qui peut aussi donner des clés de lecture, hein, pour comprendre un petit peu la société dans laquelle on est et comment nous on se positionne aussi en tant que citoyen et puis peut-être en tant qu'acteur, hein, de la société dans laquelle on est. Oui, oui, on en a déjà parlé un petit peu, Laurent. Toi, tu avais utilisé le mot hybride aussi, je crois, dans ton discours, enfin dans nos discussions. Mais je pense qu'effectivement, les structures que l'on représente se doivent d'être ancrées sur leur territoire, se doivent d'avoir des partenariats. Et après, j'allais dire, c'est à chacun de fixer un peu cette position sur la ligne de crête qui doit tenir compte aussi après du contexte politique. Moi, j'ai eu la chance, et j'en ai conscience, en particulier avec aussi le réseau des musées bretons, qu'on n'est pas tous dans la même situation, et qu'on a des collectivités plus ou moins autoritaires, plus ou moins cassantes, et que moi et ma structure, on a toujours eu une confiance, qu'on n'a pas trahi, mais en tout cas une liberté. Et quand j'avais fait, c'est vrai, un choix un peu audacieux, mais je vais vous expliquer, il n'est pas aussi audacieux que ça, j'ai pas de mérite. Quand on prend le virage agricole breton, bien sûr, c'est dur. Mais je prends soin simplement d'en discuter avec le premier adjoint, qui était quelqu'un qui a été adjoint à la culture et un grand bonhomme, et qui me dit: «Mais non, il faut que tu y ailles, Jean-Luc, faut», donc ça me conforte.
Et puis après se pose la question, tu fais comment ton comité scientifique? Et là, ça a été la galère, hein, parce que j'ai pas fait de comité scientifique. Pourquoi? Parce que il fallait absolument que j'associe la chambre d'agriculture, acteur indispensable, et qu'ils étaient arc-boutés et que je sentais que ça allait être la guerre. Et ça a été la guerre au début. C'est-à-dire que j'ai connu une réunion où, tout allait bien et quelqu'un, un réalisateur d'un film pour nous a dit le mot: «Algue verte» et je vous assure, comme dans un film, j'ai entendu les carnets claquer. Et ils ont dit, enfin, ils étaient 3 ou 4 de la chambre d'agriculture: «On a trop entendu ça, on quitte les lieux où on dit ces mots-là». Je dis: «On a dit algues vertes, c'est tout. On veut plus en entendre parler». Voilà et donc ça m'a marqué. Je me suis dit: «Oh, tu as bien fait quand même», parce que je sais pas ce que j'aurais fait et ils ont agi, à mon insu auprès du maire de Rennes pour que des textes de l'exposition, ça c'était la FNSEA, puissent être modifiés et la mairie a tenu bon en disant: «Mais non, on veut pas». Ils m'ont questionné, on a discuté et puis voilà. Mais, tout ça pour dire que, bah, il faut du courage, mais ce que je retiens, c'est pas moi qui du mérite. Je pense que la structure que j'incarnais avait une crédibilité, une assise qui lui permettait aussi peut-être un peu de résister aux petits mouvements de tempête et puis on n'a pas fait la guerre à l'agriculture, hein. On a posé les questions et voilà et donc ça c'est venu enrichir un débat et je suis content qu'on ait fait ça sous cet angle-là. Après, ça aurait pu effectivement, dévier, mais il y a pas eu de manifestation sur les parkings, il y a eu un peu de débat, il y a eu des réunions un peu difficiles, mais voilà C'est et intéressant, ouais. j'ai frôlé un contentieux juridique avec madame, Lambert, avec qui j'avais je sais plus dit quoi sur l'agriculture productiviste et qui m'a dit: «Ça mériterait un procès, monsieur Maillard». Bon, mais bon, c'est les techniques d'intimidation. C'est intéressant cette question de la censure ou de l'autocensure. C'est un sujet peut-être qu'on je sais pas si certains ont envie de rebondir. On en avait échangé et je la salue parce que elle a été très engagée, dans la FEMS, mais elle a quitté le monde des musées de société. C'est Catherine Sparta. Je sais qu'il y a Antoine, Leblond qui doit être dans la salle, voilà, qui pourra peut-être, parler de l'Écomusée des Monts d'Arrée. C'est des questions qu'on avait eues aussi avec Marie, au moment de la rédaction du programme, du nouveau programme de l'exposition, permanente, hein, de l'écomusée, et d'une forme de crainte finalement aussi, que les collègues professionnels avaient, bah, voilà, quand il y a, là on sort des élections, quand il y a une alternance, Mmh. qu'on sait assez pertinemment que, il y a des choses qui déjà dans leur programme n'étaient pas, tout à fait alignées avec le mandat précédent donc comment, l'institution, enfin comment va être assumé le discours, précédent, enfin j'avais prévu de faire un petit sondage, ce soir, mais c'est des sujets, je pense là, alors certains ont des continuités, d'autres ont des ruptures, d'autres ne savent peut-être pas encore. En Bretagne, on sait déjà qu'il y a des musées, les maires se sont déjà positionnés pour dire qu'on ne les fera pas, on va les arrêter. Donc c'est vrai que on voit bien qu'on est sur cette ligne de crête, notamment sur ces sujets sensibles. Est-ce qu'il y a d'autres, demandes d'intervention ou de questionnement, à la suite, du témoignage de Jean-Luc Maillard? Xavier? Juste une question aussi sur, peut-être, ce que tu as évoqué vers la fin de ton intervention sur, la question de la temporalité et j'étais assez marqué sur ce que tu as dit sur espèce de vision, de perception très différente selon l'âge que l'on a et surtout le stade où on est aujourd'hui, de ce chemin vers le mur, que tu Mmh. évoquais aussi. Et sur la question de la temporalité, parce que et je fais le lien avec ce que tu disais aussi sur le fait on croisait tous les champs scientifiques et quand on prend en compte la question du vivant, alors et en particulier quand c'est pas le sujet principal du musée de société ou de l'écomusée, la prise en compte du vivant, élargit complètement la question de la temporalité. Enfin je pense à la question qu'on s'est posée à Lyon quand on a voulu refaire, un récit de la ville autour de la question du rapport des habitants de la ville avec leur fleuve, la rivière et le fleuve. Et ben, en fait, et puis Armand dans la salle qui a participé très, très fortement à cette orientation d'un récit écologique, c'est-à-dire à partir du moment où on se pose la question du vivant, c'est-à-dire de l'eau et de tout ce qu'il y a dans l'eau, dans la ville, en fait, on fait face à un sujet qui nous dépasse, qui nous précède temporellement
qui nous dépasse géographiquement, puisque l'eau, elle traverse le territoire, mais elle vient d'avant, elle va plus loin, et on parle de millénaires, enfin une temporalité qui est des millénaires, là où l'histoire humaine ramenée à une petite fraction de temps très limitée. Et donc, c'est assez vertigineux, en fait. Et du coup, les récits, quand on parle de récits, si on veut raconter quelque chose, comment on raconte le vivant dans une échelle de temps, Virage agricole, c'est un petit moment dans l'histoire, tout petit moment dans l'histoire du vivant, finalement. Mmh. Et donc, en fait, moi, je me mets à la place, effectivement, d'un jeune de 30 ans, l'âge de mes enfants, et je me dis, eux, la prise de conscience de ce vivant qui précède l'humanité de milliards d'années, en fait, et qui, d'un seul coup, se précipite, en fait, comme une espèce d'accélération, du coup, vertigineuse, qui fait qu'à un moment donné, on se dit: «On n'a plus le temps». Et donc, comme la question du temps et du récit historique dans le musée est très prégnant, nous, on est sur un tout petit moment, un tout petit fragment comme ça de la ligne du temps. Et dès qu'on commence à dire: «Tiens, le vivant, en fait, c'est où?» Et ben, le vivant, ça nous dépasse complètement. Mmh. Et donc, alors, je sais pas si toi, ça rejoint des interrogations. Comme tu as terminé sur ça, je trouve est-ce que tu peux dire plus, enfin, comment tu le ressens plus? Bah oui, comme tu le dis, le temps, ça rejoint dans ce que tu dis, la notion d'urgence. S'il n'y avait pas d'urgence, notre travail, c'est une mise en perspective, tout compte fait. Hier, aujourd'hui et quoi pour demain? Avec l'urgence, je m'aperçois qu'il y a aussi une demande, je pense, des générations actuelles de dire, bah, il y a des réponses ou pas pour demain? Parce qu'on n'est plus dans le peut-être ou pas. Si on va dans le mur, heu, on veut savoir si on peut réagir, nous, jeunes. Et ça, c'est quelque chose, je trouve, de nouveau et qu'on doit prendre en compte. D'abord, parce qu'en protection de la nature, on est dans cette urgence, mais dans les musées de société, effectivement, il y a aussi à prendre en compte cette urgence. Alors on n'apportera pas des réponses miracles, c'est pas ça, mais on peut faire en sorte que les choses s'activent. C'est-à-dire qu'on n'est plus je m'aperçois que dans notre association, à Bretagne Vivante, on est une association bien assise, très militante, mais aussi très respectueuse de démocratie. Et il y a un débat, par exemple, entre nous et Eau et Rivière, pour dire, ben, dans les réunions institutionnelles, politiques, on devient plus radicaux. Et éventuellement, on quitte la table. Parce que nous, on ne veut pas faire. On veut maintenir du lien. Donc, quand je dis une radicalisation, c'est pas seulement une radication de la violence, c'est aussi de poser des choses au-delà de ça. On n'ira pas plus loin, au-delà de la négociation, et éventuellement, on quitte la table. Et ben voilà, je dis, il y a des débats entre nous sur un dossier récent. Il y avait, Eau et Rivière ont été beaucoup plus radicaux que nous, et un certain nombre de militants de Bretagne Vivante nous ont dit, mais pourquoi nous, on n'a pas quitté la table aussi? Pourquoi on est un peu mou, quoi? On est un peu mou du genou dans ce domaine-là, quoi. Et ben, ça remet en question quand même. On se dit: «Oui, c'est vrai», et du coup, dans une autre réunion, un de mes collègues l'a fait en disant: «Ben, voilà, on n'admet plus, on va en parler, mais il a quitté la table», et il a été rattrapé le lendemain par quelqu'un de l'administration pour dire: «Bah, ça s'est mal passé, c'est dommage». Mais parce qu'en fait, voilà, on est dans des rapports un peu établis, non pas conviviaux, mais voilà, démocratiques, citoyens. Et puis ça pousse un peu comme les enfants avec les parents, j'allais dire, où ça pousse un petit peu plus loin pour voir quelles sont les limites de résistance des parents. Mais là, c'est un peu ça aussi, c'est jusqu'où ça peut aller, quoi. Et j'ai vu hier, Céline, que pour les histoires de SAGE, donc schéma d'aménagement des eaux, le préfet était revenu hier sur un certain nombre de décisions très alarmantes, parce qu'il y a eu de la radicalité qui est venue dans des réunions, voilà. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais il faut prendre en compte les temporalités, ouais, et les urgences. À propos de temporalité, il faut qu'on arrête, hein, et on vous laisse.